Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon bilan culture. Je vais essayer de faire ça plus souvent parce que c'est quelque chose que j'adore regarder sur internet. Je vous conseille notamment ceux de Jeanne Mira qui sont des pépites. Moi j'adore, je passe mon temps à regarder ces vidéos. J'aimerais bien après étendre ce concept avec un invité différent à chaque fois pour essayer de vous montrer un panel assez large d'objets culturels, voilà, parce que c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Première catégorie, c'est les livres. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai lu il y a déjà un petit moment, enfin d'un roman graphique qui s'appelle L'aimant. C'est un roman graphique qui parle d'un étudiant en architecture qui fait sa thèse sur les thermes de Vals de Peter Zumthor, qui est un de mes architectes préférés. Et ce roman est très joli graphiquement. L'histoire est sympathique, mais en fait c'est surtout une promenade architecturale dans les thermes de Vals, qui est un des bâtiments que j'aime le plus pour l'instant dans toute ma découverte architecturale. Et Peter Zumthor, si vous ne connaissez pas, je vous invite aussi à vous plonger un peu dessus. Ensuite, dans la catégorie documentaire qui est disponible sur YouTube, c'est un documentaire d'Arte qui m'a été conseillé par Romane, une de mes copines, que j'ai extrêmement aimé de par la narration et également le traitement graphique qui est sublime. Donc c'est un documentaire sur le reporter franco-irakien. Je m'appelle Ferhat Alani. Je suis français et irakien. Qui traite de l'Irak, comme vous avez pu le deviner, mais du point de vue assez intimiste de quelqu'un qui habite en France et qui voit ça un peu de l'extérieur et qui voit comment ça se passe pour sa famille à l'intérieur du pays. Et c'est extrêmement touchant et extrêmement bien fait. Ça vous fait réviser un peu votre histoire que vous avez pu voir vraiment très brièvement au lycée, et je vous le conseille. En plus c'est gratuit, c'est disponible sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Ma sœur a cru que c'était un jeu. Ma cousine se jette sur nous. Elle nous enferme dans sa voiture. Elle est furieuse. Pour ma sœur et moi, la fête est finie. J'ai 9 ans. Je déguste aussi la dictature. Une série que j'ai regardée sur Netflix qui est Unbelievable, qui est une série qui traite du viol, de la question du viol. Ça parle d'une jeune fille qui a déjà un passé très compliqué d'un point de vue familial et qui se fait violer. Les policiers qui vont prendre sa plainte vont lui faire répéter de nombreuses fois la scène, et en fait au final elle va se dissuader de porter plainte et ça va même se retourner contre elle. Et donc c'est une série sur un violeur en série. C'est assez dur à regarder, mais en même temps ça traite extrêmement bien de la notion de culpabilité au niveau des victimes. C'est une série qui est très bien faite, même si je trouve que ça caractérise un peu trop le viol comme quelque chose, voilà, là c'est un violeur en série, donc effectivement, faut bien se rendre compte que les viols dans la majorité des cas c'est pas dans une ruelle sombre ou par un violeur en série, c'est par des proches, et voilà. Et du coup je vous conseille cette série sur Netflix qui m'a énormément touchée et qui est très intéressante, même au niveau de l'enquête et au niveau voilà, de comment faire exprimer les victimes, et ça remet en question plein de choses sur le système juridique actuel. Et dans le même thème, sur YouTube, une vidéo qui m'a énormément plu, qui est de Marinette, femme et féministe. C'est une vidéo qui traite de l'impact du patriarcat sur la sexualité et sur la culture du viol et sur la banalisation des violence conjugale. Donc en plus c'est un thème d'actualité de par les marches et de par les mesures mises en place par le Grenelle, qui sont, voilà. Enfin, bref. Et du coup cette vidéo est très bien documentée, elle s'appuie sur énormément de récits de philosophes et de sociologues. C'est très bien fait, c'est très bien détaillé, et c'est vraiment, c'est un travail journalistique. C'est une vidéo qui est d'utilité publique selon moi, comme toute sa chaîne en général. Et après tout, on pourrait se dire que c'est un échange de bons procédés comme un autre. Sauf que ce serait nier que cet échange prend racine dans une société qui est profondément inégalitaire. Dans la société dans laquelle on vit, les hommes détiennent la majorité des ressources matérielles. Ça, c'est ce que l'anthropologue Paola Tabet appelle la grande arnaque. Dans notre société, l'appropriation des richesses par les hommes entraîne automatiquement une dépendance économique des femmes.
Une catégorie qui me tient aussi à cœur, c'est les artistes et les comptes Instagram qui me plaisent en ce moment. Sur Instagram, alors déjà je vais vous parler de DH, Double Auteur, qui est le journal de mon école. Ils ont un compte Instagram où ils publient notamment les événements. Ils ont ouvert aussi une chaîne YouTube qui pour l'instant a 2 vidéos, mais qui va s'étendre à des vidéos d'interviews d'architectes qu'ils ont déjà tournées. Et ils font aussi des visites de quartier. Moi j'ai eu l'occasion de faire la visite de la Défense avec donc que des étudiants. C'est un étudiant qui présente le quartier et c'était super intéressant. C'est ouvert à tout le monde, c'est 5 € pour la visite. Ça vaut largement le coup, on apprend extrêmement de choses sur l'histoire à la fois du quartier et des bâtiments, donc si vous êtes intéressé par l'architecture. Ensuite sur Instagram il y a 2 comptes Instagram que je voudrais vous présenter. Le premier compte, ce que j'aime particulièrement en plus, c'est 2 illustratrices dont le travail graphique et plastique m'émerveille, mais ce que j'aime particulièrement dans le premier, c'est les 7 choses que j'aime en ce moment là, et en fait elles présentent les 7 choses qui me mettent du baume au cœur, et c'est quelque chose qui m'inspire énormément, et j'essaie de me forcer aussi à le faire de mon côté pour essayer de voir le positif dans le quotidien. Et le deuxième compte, je l'aime particulièrement notamment pour le travail sur Octobre Rose, c'est la campagne de prévention contre le cancer du sein, et elle a fait toute une série d'illustrations sur ce sujet, et encore une fois c'est d'utilité publique et c'est très agréable à regarder. Au niveau des expositions, j'ai eu l'occasion de faire l'exposition au Centre Pompidou, Boltanski et Bacon. Bacon, il y a déjà énormément de gens qui en ont parlé, c'est une très bonne exposition que j'ai beaucoup aimée, mais je m'attarderai pas trop dessus. Ensuite Boltanski, donc c'est un des plus grands artistes contemporains en fait là c'est une exposition qui a lieu 30 ans après la première exposition de Boltanski au Centre Pompidou. Elle retrace énormément de ses œuvres emblématiques, et la scénographie, le travail de Boltanski est tellement varié que vous aurez forcément des choses qui vous touchent, soit dans son travail plastique ou dans son travail de cinéaste, de vidéaste. Moi j'ai particulièrement aimé les 2 dernières vidéos en fait Boltanski travaille sur la notion de la mémoire et sur la notion du temps qui passe, de la mémoire collective et individuelle, de l'effacement, et qui amène aussi à réfléchir sur sa propre mémoire et sur ce qu'on veut laisser de soi et sur ce qui nous représente. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette exposition. Et sur le même thème, sur le Centre Pompidou, les podcasts du Centre Pompidou sont excellents, et moi ce que j'aime bien faire c'est aller voir l'exposition et après écouter le podcast du Centre Pompidou, mais vous pouvez aussi faire l'inverse, comme ça vous donne envie d'aller voir l'exposition. Et un podcast en particulier qui m'a particulièrement plu, c'est le podcast sur Dora Maar. Cet été j'ai eu l'occasion de faire l'exposition qui m'avait énormément plu, de par le travail sur la représentation de la femme et même sur le travail de Dora Maar en général. Donc Dora Maar, si vous connaissez pas, c'est une artiste de la même époque que Picasso. Dora Maar, elle est notamment connue pour son travail le travail de sa représentation par Man Ray, mais également pour son travail. En fait, on a tendance à confondre les deux, et je pensais à un Man Ray. Et voilà, c'est bien le problème. Dès qu'on parle de photographie et de surréalisme, on pense aux hommes. Man Ray, Brassai, Raoul Dupac, Hans Bellmer, mais on oublie Dora Maar, Lee Miller, Claude Quin, Rogy André. Ah oui, la femme de Kertész. Et voilà, ça continue. La femme de... C'est exactement le même problème avec Dora Maar. Le fait qu'elle fût l'amante de Picasso pendant une dizaine d'années a complètement occulté son œuvre. On a tendance pareil à la cacher derrière des hommes, et le podcast du Centre Pompidou va vraiment essayer de rétablir la vérité sur son travail et sur son influence sur les grands artistes masculins de l'époque, et c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Une exposition qui m'a énormément plu également, c'est l'exposition Charlotte Perriand à la Fondation Louis Vuitton, qui coûte... la Fondation Louis Vuitton c'est payant, mais petit tips, si vous êtes étudiant en art ou en architecture, c'est gratuit le vendredi. Du coup j'y suis allée le vendredi dernier. L'exposition Charlotte Perriand, elle retrace toutes ces... c'est une exposition chronologique. La première salle va vraiment poser le décor, dans le sens où on va avoir aussi bien le travail du Corbusier que de Picasso que de Fernand Léger, qui ont eu de l'influence sur son travail à elle. Donc il y a autant de pièces de Charlotte Perriand que de pièces des artistes qui l'ont influencée ou qu'elle a influencé.
Charlotte Perriand, c'est une architecte designer qui a travaillé notamment avec Le Corbusier et qui est célèbre pour ses mobiliers. Et en fait, on va vraiment... par exemple, il y a un fauteuil du Corbusier, moi que je pensais qui était du Corbusier et qui est d'elle. Le Corbusier ça a été présenté par Charlotte Perriand quand elle travaillait chez Le Corbusier. Et ça n'a pas du tout marché quand ça a été présenté. Et après, quelques années plus tard, Le Corbusier va le ressortir en éliminant totalement le nom de Charlotte Perriand. On adore. Et cette exposition lui rend vraiment hommage. Et notamment toute sa période avec le Japon, le mobilier qu'elle va faire quand elle sera là-bas, et même la dernière salle qui est sublime, qui est une salle qui montre la maison japonaise qu'elle a réalisée pour la France lors de... je me souviens plus. Une exposition aussi que j'ai également beaucoup aimée, c'est l'exposition sur Otto Weiner à la Cité de l'Architecture. J'ai eu l'occasion de faire la visite guidée et en fait ça va vraiment retracer le travail d'Otto Weiner, qui est un architecte viennois. En ce moment à la Cité de l'Architecture c'est la saison viennoise, donc il y a une autre exposition sur les dessins d'un musée viennois, l'Albertina, qui présente les dessins de grands architectes de toutes les époques, de Zaha Hadid à des architectes beaucoup plus vieux. Et donc pour revenir sur Otto Weiner, l'exposition elle présente aussi bien donc son travail architectural qui est surtout resté sur papier et qui n'a pas vu le jour vraiment parce qu'en fait il a voulu à tout prix avoir une commande du roi mais qu'il n'a jamais réussi à l'avoir, mais il va travailler énormément et en fait on va s'appuyer énormément de son travail pour former les architectes futurs. On va avoir aussi bien son travail architectural que d'écriture que son travail sur le mobilier. C'est vraiment un architecte qui a fait aussi bien du mobilier jusqu'au bâtiment en passant par les écrits. Et au niveau de la scénographie, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a vraiment des poses dans la scénographie qui essaient de rendre compte de l'espace et qui plongent vraiment dans l'évolution de sa vision de l'espace intérieur. Pour revenir sur les podcasts, je me suis remise à écouter le podcast Splash, qui est un podcast qui parle d'économie de manière tout à fait accessible, vraiment en vulgarisant un maximum. Et j'ai notamment beaucoup aimé le podcast sur le Brésil et sur Bolsonaro, qui présente les conditions économiques et la réalité économique qui l'a fait monter au pouvoir. En octobre dernier, le vote pour Jair Bolsonaro a suscité beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations un peu partout dans le monde. J'avais fait un épisode sur Poutine et la Russie, et bien je vais faire de même avec Bolsonaro et le Brésil. Et vous allez voir, on peut repérer quelques similitudes. Alors, ce vote pour Bolsonaro, était-ce un vote purement politique ou y a-t-il des facteurs économiques qui ont joué dans cette élection ? En faisant intervenir des spécialistes et en fait c'est des podcasts qui s'écoutent très bien de par le rythme. C'est vraiment un rythme qui fait intervenir à la fois les données théoriques et les intervenants, les spécialistes. Donc c'est quelque chose qui s'écoute très bien et ça permet de comprendre les thèmes de l'économie actuelle. Il y a notamment un podcast que j'ai pas encore eu le temps d'écouter sur le budget de l'éducation en France et sur l'économie autour des déchets, sur est-ce que les déchets rapportent de l'argent. Ça c'est les deux podcasts que je vais écouter très prochainement. Toujours sur les podcasts, il y a également donc les podcasts du Centre Pompidou que j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, et aussi des podcasts de France Culture. En ce moment, dans mon cours d'archi, je travaille autour du parc d'attractions. C'est un sujet qui au début me paraissait assez... ça me passionnait pas, j'avais pas spécialement envie de travailler dessus, mais j'ai écouté le podcast de France Culture. C'est une série sur le jeu chaque podcast dure 1 heure, il y a 5 épisodes, c'est un podcast qui date de 2016, donc c'est assez vieux. Mais en gros, le premier podcast traite justement de l'architecture des parcs d'attractions. Ça m'a fait énormément réfléchir sur la notion de divertissement dans la société et sur tout ce qu'on essaie de mettre en place pour créer vraiment un sas de décompression entre la réalité et l'univers du parc d'attractions. Et donc ça c'est surtout pour moi le projet ça m'a énormément aidé. Mais le deuxième épisode c'est sur la ludothérapie, donc c'est sur l'influence du jeu, du loisir, de la bonne humeur sur les maladies, et notamment sur les clowns qui
qui viennent dans les chambres d'hôpital pour les enfants, et il y a toute une réflexion, il y a toute la réalité, et c'est quelque chose que jamais j'aurais pensé à me plonger dedans, mais en écoutant cette série, là pour l'instant j'ai écouté que les 2 premiers épisodes, mais ça m'a donné vraiment énormément... j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir sur la médecine, et c'est quelque chose qui était très intéressant. Mais après j'ai un peu moins aimé, il y avait toute une partie sur les jeux qui permettent de mieux gérer l'adolescence. Bon là j'ai un peu moins aimé parce que je trouvais que c'était un peu stéréotypé, mais en tout cas c'est des très bons podcasts, pareil avec un rythme qui font intervenir des sujets différents, et je vous recommande. Voilà, ensuite d'un point de vue film, j'ai vu J'ai perdu mon corps, qui est un film d'animation. Il a eu beaucoup de prix. Alors d'un côté j'ai trouvé que c'était très joli graphiquement et le travail plastique est vraiment très beau, mais d'un autre côté j'étais un peu déçue par l'histoire qui m'a un peu perdue avec les flashbacks à répétition, et la fin qui m'a un peu déçue, mais c'est un très joli film d'animation. Ensuite j'ai vu aussi Camille, qui est une fiction qui reprend l'histoire de Camille Lapage, qui est une reportrice qui a couvert le conflit en Centrafrique, qui est un bon film, mais qui a énormément de points positifs comme de points négatifs selon moi. Déjà ça m'a donné à voir une réalité que je ne connaissais pas et sur laquelle je m'étais jamais vraiment penchée, même si c'est fictif, mais ça m'a donné envie de m'y intéresser, donc ça c'est un bon point. Mais d'un autre côté j'ai trouvé que le point de vue le personnage était assez naïf, donc je suis un peu mitigée. Et ensuite, un autre film que j'ai vu, c'est Tu mérites un amour, qui est le premier film de cette réalisatrice, le premier long métrage de cette réalisatrice, et qui m'a mis beaucoup de baume au cœur de par le traitement des relations humaines. Et en fait c'est une fille qui se remet d'une rupture, et on va voir comment elle s'en remet, notamment au niveau de son amour propre et aussi de son rapport aux autres, de ses relations à venir. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue, qui m'a mis du baume au cœur, et qui m'a montré la beauté des relations humaines selon moi. C'est pas une histoire extraordinaire, il n'y a pas des rebondissements de fou, mais pour moi c'était quelque chose de très agréable, de très joli à regarder, et voilà, je vous conseille ce film. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous donner envie de vous intéresser à certaines choses que j'ai présentées, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous embrasse.